À quelle adresse dois-je envoyer la facture? Pas de problème, nous sommes en route. Il faut dormir tranquille en attendant que DHL arrive. Parfait. Waving, documents, données, emballage, sûreté, douane. Livraison urgente pour l'agent X. Content de vous voir, mon vieux. Planning impeccable. À votre service. À bientôt. Je vous remercie. Vous voyez bien que sa femme et son fils l'attendaient et grâce à notre service, il ne s'est pas écrasé. Je vous remercie pour votre attention et insister sur le fait que la communication est essentielle dans le succès d'une entreprise. Parce que dans tous les cas de figure, lorsque vous créez une entreprise, il va falloir faire connaître l'entreprise. Ça, c'est à travers la communication. Lorsque l'entreprise existe, il va falloir faire connaître aussi ce que l'entreprise sait faire. Et ça, c'est à travers la communication. Donc, je voudrais insister et dire encore à M. Momo d'insister et de persévérer dans sa voie, de telle sorte que la communication soit perçue et dans son véritable sens de moteur de l'économie. Je vous remercie. Merci une fois de plus d'applaudir pour M. Collet et le dessin animé. Monsieur Collet est à votre disposition pour répondre à vos questions. Déjà, j'ai une question qui me taraude. Nous avons vu 2 spots de DHL. Vous avez parlé de l'importance de la communication. Pour communiquer, il faut investir. Pouvez-vous évaluer le coût de la réalisation de ces spots qui aujourd'hui nous a fait sourire et qui a inventé l'image de DHL? Merci. Merci pour la question. Comme vous savez, DHL c'est une structure qui est une multinationale. Et cette communication que vous avez vue, elle n'est pas détachée de l'ensemble de la communication de DHL et qui n'est même pas faite localement. Donc nous avons une structure qui est concentrée sur ça, et qui est basée en Afrique du Sud et qui repose aussi à Bonn. Donc qui fait cette communication pour que tout ce que je suis en train de vous présenter aujourd'hui ici, d'autres personnes la présentent en Chine. Donc je ne pourrais pas vous dire en combien ça peut se chiffrer, mais vous imaginez un peu ce que ça peut faire. Bonsoir, Madame Ali Janabou, représentante commerciale à Brussels Airlines. Belle présentation. Je voulais juste savoir, quand vous prenez un prix d'un client et que vous donnez un délai de livraison, si le délai de livraison n'est pas respecté, qu'est-ce qui est prévu? Merci pour la question. Effectivement, chaque fois que nous prenons un prix, nous donnons un délai qu'on peut dire estimatif. Et dans le contrat qui nous lie à l'expéditeur, nous disons que tous les moyens humains possibles seront déployés pour que le prix soit livré à destination à temps. Mais il peut arriver que des impéries ou bien des choses qui sont en dehors de notre contrôle font que le prix ne soit pas livré à temps. Dans ce cas, nous ne fuyons pas notre responsabilité. Nous venons vers le client pour lui expliquer les raisons pour lesquelles le prix n'est pas encore livré et souvent même trouver des solutions palliatives. Mais nous accompagnons le client jusqu'au bout. Et il est arrivé que des prix soient destinés à des universités pour des inscriptions. Et souvent, ça arrivait en retard, on n'a pas pu faire l'inscription à temps. Mais DHL, à destination, a écrit et allait même voir le proviseur du lycée concerné ou bien le directeur pour dire l'enfant nous a donné le prix à temps, le délai est incombe à nous et nous vous demandons de tenir compte du fait qu'il a donné sa telle date. Et on a réinscrit l'enfant. Donc, en termes de... Je suis Christine Koloko, membre de l'UNALITE. Je voulais savoir, là, vous avez fait toute votre intervention sans parler de prix.
Nous sommes tous dans la salle client pour avoir reçu ou expédié un petit courrier, un acte de naissance à un enfant. Vous ne pensez pas pouvoir revoir un petit peu vos tarifs à la baisse parce que dans les pays pauvres, très endettés comme nous n'avons vraiment pas autant de moyens que les autres. Ma deuxième préoccupation portait sur les agences de certification que vous avez. Dans certaines entreprises, on parle de certification ISO. Alors, quel est le type de votre certification au niveau du DHL? Je vous remercie. Pour ces deux questions, pour le prix, je sais que dans cette salle, si on veut parler de prix pour chacun, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Parce qu'au moment où vous faites partir un document de 500 grammes, il y en a qui font partie des colis de 40 kilos et d'autres nous sollicitent pour 15 tonnes de matériel. Et ils pensent qu'il y a des planteurs, peut-être aussi dans la salle, qui nous demandent souvent de transporter 22 tonnes d'ananas vers la France. Donc si vous voulez vraiment faire un étalage des prix ici, on ne s'en sortirait pas. Par contre, la voix du client, DHL s'est toujours montrée ouverte à la voix du consommateur. Alors c'est pourquoi, il y a quelques années, nous avons entendu, nous avons senti, les gens nous disent, mais DHL c'est trop cher. Même quand vous faites ce qu'on appelle chez nous, free of charge, FOC, un envoi gratuit à quelqu'un, quand il prend, il dit oui, j'ai fait par DHL, mais c'était trop cher, alors qu'il n'a même pas encore payé. Donc, c'est resté dans la tête des gens qu'on ne peut pas offrir un service d'aussi bonne qualité sans que le prix ne soit cher. Par contre, lorsque vous allez dans les détails, que ce soit Bocom, que ce soit certaines sociétés dans la salle, nous avons fait des prix préférentiels pour les sociétés. Et nous sommes prêts pour le faire pour Winalight aussi. Il suffit de nous solliciter, de dire voilà le volume que nous avons, nous étudions des prix adaptés à votre besoin. Aujourd'hui, pour ceux qui envoient des documents, avant on faisait dans l'environ de 50 à 60 000 francs toute destination. Si vous ressortez, vous verrez des petites brochures où on est passé jusqu'à 30 000. De 60 000 à 30 000, nous avons écouté les étudiants, nous avons écouté ceux qui envoient les passeports et nous avons décidé de diminuer le prix pour nous coller à la réalité du marché des pays très pauvres et très endettés. Donc, c'est des questions qui sont vraiment étudiées de façon spécifique. En termes de certification, vous avez vu un peu le certificat, la certification TAPA. Alors, donc, il y a des organismes internationaux qui connaissent à peu près la logistique et le monde du transport qui essaie de voir aujourd'hui, par exemple, si Bruxelles Airlines, est-ce qu'on peut dire que Bruxelles Airlines travaille selon les normes internationales? Alors, de la même manière, ces questions sont posées à DHL. Un colis qui est donné à DHL aujourd'hui pour les États-Unis, qu'est-ce que ça contient? Est-ce qu'on doit ouvrir tous les colis pour voir est-ce que si la sécurité est garantie? Donc, nous avons des outils sur place qui nous permettent d'assurer cette sécurité. Et lorsque les gens viennent faire l'audit de nos installations, ils disent oui, effectivement, les normes point transport aérien pour la logistique internationale sont respectées. Je vous remercie. C'était la dernière question. Merci d'applaudir pour DHL, que vous pouvez solliciter dans des conditions même les plus extrêmes. C'est d'ailleurs le sens du spot qu'on venait de regarder. Merci Monsieur Bonnet. Merci. Merci d'avoir bien voulu nous accorder de son temps pour que nous puissions tirer le meilleur de son expérience. Applaudissez encore pour lui. Sans exagération. Merci Malik. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici aujourd'hui. Je veux dire merci à Joël, merci à Hortense, qui sont les deux amis, qui ont bien voulu que je vienne partager certaines petites expériences avec vous. Donc ce sont des expériences que j'ai vécues personnellement et qui cadrent véritablement avec le thème, l'importance de la communication sur la réputation d'une entreprise. C'est vrai, je ne suis pas enseignant, on pourra rentrer, ça pourra être le B2B, le B2C, comme vous voulez, la communication pourra être, je veux dire, verbale, interpersonnelle, comme vous voulez, dans les expériences qu'on va partager. Donc, c'est quoi communication? Action de communiquer, tout simple. Détermination à quelqu'un ou un groupe. Donc, comme je disais tantôt, elle peut bien être interpersonnelle, de groupe, de masse. Elle peut être verbale, comme
non verbale. La preuve, le belge communique, il ne parle pas, mais la gestuelle, vous décryptez son message jusqu'au bout. La réputation, c'est quoi? C'est une évaluation sociale que le public porte envers une personne, un groupe ou une entreprise. Elle peut être très bonne, peut avoir une très bonne réputation, une bonne réputation et une moins bonne réputation. Je préfère le terme moins bonne réputation parce que certains disent une mauvaise réputation. Ceux qui n'aiment pas utiliser le mot mauvais, si on dit mauvaise réputation, c'est comme si le concerné ne veut pas fournir d'efforts. Je préfère le terme moins bonne réputation. Ok. Justement, la gestion de cette réputation se fonde sur l'entretien permanent de relations à tous les niveaux. Vraiment. Donc, la mise en place véritable d'une relation client forte est un gage de fidélité. Vous voyez que je suis parti du fait que des relations à tous les niveaux pour la relation client, gage de fidélité. Échange de bonnes pratiques. De toutes ces expériences, ce sont des expériences que j'ai vécues personnellement et que je vais partager avec vous. Donc, Vidéotron, c'est le leader dans la communication au Québec. Le Québec est une province du Canada, la province la plus francophone. Et, non, je peux retourner un peu, s'il te plaît? Voilà. Vidéotron, c'est le leader qui fait partie du groupe Québécois Média. Vidéotron fait dans la téléphonie fixe, la téléphonie cellulaire, l'Internet et le câble de distribution. Donc, le groupe Québécois compte près de 12 chaînes de télévision en aussi. Donc, c'est ça qui fait Québécois Média. On peut avancer. Le mentor du département qualité de service. La qualité de service, c'était beaucoup plus dans la spécialisation au niveau de la qualité de la connexion Internet, puisqu'on parle déjà de LTE, qui est la version plus extra rapide de la connexion Internet. Et puis, je m'occupais également de la qualité de service au niveau de la gestion de la régulation. La régulation, parce que je vous ai dit dans le groupe, il y avait 8 chaînes de télévision. Il fallait bien réguler par rapport aux normes du CRTC, qui est le Conseil de radio et télécommunications. Avec le passage du Cameroun au numérique en 2015, on se dit qu'il y aurait certainement un organisme de régulation de radio et télévision. L'expérience est vraiment utile dans notre environnement présent. Je dis non. Je vous ai parlé en termes d'accès Internet. On parle de LTE. Le Cameroun, on est encore au 2G. Parler de restaurants antécédents que j'ai vécu au Cameroun. Next. Voilà. Ça, on va commencer par là. Image de la semaine. En plus haut, on a la banderole du Business Forum qui est justement posée là dehors. Et la deuxième banderole de Camtel est à 35 mètres derrière celle posée. Et vous voyez que je me suis mis à la même position pour faire une seule photo. Et l'unique photo, vous vous rendez compte que la banderole, le Camtel qui est à 35 mètres en arrière, est beaucoup plus visible et lue. Contrairement à la banderole du Business Forum plus haut. Je comprends que Joël et son équipe étaient vraiment occupés, mais c'était simplement pour dire, voilà comment vous pouvez, le marketing conceptuel peut développer une stratégie de communication et quelque part, il suffit juste d'un petit détail pour que toute votre communication rentre noyée quelque part. C'est bien, il n'y a pas de faute, mais si vous avez constaté, c'est qu'on a mis du bleu, on écrit en bleu, sur un fond bleu, et la banderole, vous voyez le ciel derrière qui est aussi bleu. Donc, c'est pour dire que si on a eu beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est une autre forme de communication qui les a fait venir. Ce n'est pas les banderoles. Donc, c'est certainement les invitations de bouche à oreille. Parce que si on s'arrêtait simplement pour banderoles, je suis très sûr que beaucoup de personnes rentreraient, prendre plutôt le café et rentrer sans se rendre compte qu'il y a un forum ici au premier plan. Mais ça va commencer à faire perdre des petits points. Du moment où on dit on est des professionnels du marketing. Une bière française qui a été lancée au Cameroun. Je veux dire, le plan de communication a été très bien fait. Tout est rentré en ordre à tous les niveaux. Mais regardez une petite inattention. On vous dit la première bière française. C'est une faute d'orthographe.
faite certainement par l'infographe et qui, vous voyez tantôt plus haut, avec la banderole du forum, ça ne touche pas la réputation du tout. Mais plus bas, avec cette grosse faute, quand on dit première bière française, et puis ça c'est un panneau, hein, c'était posé là au rond-point 4e, c'est un panneau qui a existé. Donc vous voyez, automatiquement, quand vous finissez de poser une pareille banderole, la réputation de l'entreprise, immédiatement. Donc vous voyez, en amont, les experts ont fait leur travail et tout le monde. Et dites-vous que même l'imprimeur a fini et a amené ce qu'on appelle le bon à tirer en entreprise, que les responsables ont validé, on a imprimé, on a envoyé dans une agence, certainement Média Plus, pour venir la poser là. Voilà une petite erreur. Vous voyez que tout se joue, la réputation se joue sur des petits détails. Un petit rien, je prends l'exemple pour ceux de la communication qui sont là, Malik, Irina et bien d'autres. Quand on vous invite dans une émission de télévision, vous arrivez à ce niveau. Si vous faites bonne prestation, vous ressortez plus haut. Si vous faites mauvaise prestation, vous ressortez plus bas. Vous ne pouvez pas ressortir au même niveau, c'est faux. Vous gagnez des points, en plus vous sortez plus haut. Si vous êtes un peu mou, vous ne faites rien, vous perdez des points et vous sortez en moins. Voilà comment une toute petite erreur de communication peut toucher à votre réputation immédiatement. Donc j'ai fait ces images simplement pour qu'on comprenne que voilà plus haut. Vraiment, il n'y a pas d'impact sur la réputation, mais plus bas, c'est immédiat. Ok, c'est ce que j'ai baptisé l'image de la semaine. Ça, c'est tout récent, c'est le carrière. Pour ceux qui peuvent ressortir, vous pouvez revoir ces banderoles. Alors, ce que j'ai vécu personnellement, là, on est en 94. La réputation de BAT n'était pas entachée. Mais il y avait cette image, cette imagerie populaire, quand le client allait chez un tablier acheter la cigarette, dès qu'il dit « je veux un mentholé », le tablier sortait directement Delta. Pourquoi Delta? Vous voyez un peu? Ça fait que c'est la réputation de notre marque, de notre produit, L&B, qui était attaquée. Pas forcément la réputation de l'entreprise. Je ne sais pas si on se comprend jusque-là. Donc quand on dit mentholé, c'était automatiquement Delta V. Donc le concurrent, c'est tabac. Alors que BAT avait L&B, menthol aussi. Ça fait qu'on a travaillé sur, comment on dit, on a travaillé pour résoudre, pour essayer de changer cette perception pendant des années. Donc le L&B USA 94, c'était une action terrain qui était organisée autour du football pour accompagner les Lions, c'était aux États-Unis. Et puis le L&B Music Show, c'était des actions pour accompagner les artistes. Et on sait que les artistes sont ceux-là qui drainent les foules, qui font danser le public et tout le monde. Donc il n'y avait pas de meilleure cible que le football et les artistes pour pouvoir essayer d'accompagner la marque L&B pour résoudre la mauvaise perception ou bien l'imagerie populaire qui pensait que quand on dit mentholé, c'est bien dans littoral, donc de Kribi jusqu'à Mélon. Next. Et l'affaire Afrique. Évidemment, on avait fait le lancement des lignes régulières, Malabo, Bata, vraiment l'exploitation régulière des lignes dans la sous-région Afrique centrale. Et l'imagerie, la perception qu'on avait, que le public avait de nous, c'était que c'était la petitesse des avions Cessna, maximum 8 places. Donc, quand quelqu'un veut aller à Bata ou à Malabo, il prend un billet à un prix très concurrentiel, raisonnable. Et puis quand il se présente à l'aéroport et finit les formalités d'embarquement, il se retrouve face à un Cessna. Il se dit, mais mon Dieu, est-ce qu'on va arriver? C'est pas possible. C'est vrai, l'avion était petit, ça vous faisait, ça rentrait trop de bruit à l'oreille. Les avions sont plus sécuritaires que les plus gros. Mais la perception de l'imagerie populaire dit, c'est petit, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Vous voyez, ce sont vous voyez, pour un rien, la réputation de l'entreprise est forcément entachée, alors qu'on se peine à expliquer que voilà, non, vous avez la sécurité, vous avez ci, vous avez ça, vous avez ça. Et ainsi de suite. Next.
Voici un autre cas, un renforcement de la présence des cubes mâchés dans les marchés. Nestlé Cameroun, là on était en 96. J'ai mis ici Alpha 6, pour ceux qui peut-être étaient là. Il s'appelle Alpha 6, c'était le directeur commercial de l'époque. Parce que dans la perception, en face il y avait Onicube, qui damait le pion, qui faisait traîner Nestlé par rapport à Magie. Et la perception que les gens avaient du cube Magie, c'est que le cube Magie, c'est le cube des femmes Douala. Ça fait que ça se vendait beaucoup plus dans le marché de Dedo Saker et une partie de Bonaou Sadi. Tous les marchés de Douala étaient dominés par Onicube. Il fallait trouver une solution à ça. Et j'ai appelé ça la technique d'Alpha 6 parce que c'était une technique assez originale. Je ne sais pas où est-ce qu'il était allé chercher ça. Lors des réunions, il nous demande comment sont les mamies. Les mamies, c'est toutes les femmes qui vendent des cubes. Ce sont les jeunes femmes. En fait, on appelle mamie, c'est juste une terminologie pour désigner les vendeuses de cubes. Mais en fait, ce sont les jeunes filles. Il dit, bon, ce sont les jeunes filles, ce ne sont pas les vieilles mères. Non, ce sont les jeunes filles. Ben allez, draguez-les. Mais c'est curieux comme ça, draguer les fêtes de la cour. Ben, vous avez votre directeur commercial qui vous dit ça comme technique. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on s'est jeté à l'eau. Il fallait juste donner les moyens. On les a dragués. Et justement, voilà comment Cube Magie a commencé à percer tous les autres marchés, que ce soit Madagascar, Topasi, tout le reste. Voilà, tout est parti. Vous voyez un peu où ça se trouve, c'est du B2B, c'est quoi, whatever, je n'en sais rien. Mais voilà, parce que la réputation de Nestlé n'était pas touchée. Mais la marque Magie souffrait sur le marché. Il fallait apporter une solution. Next. Évidemment, l'implémentation, j'étais le responsable marketing pour la région du Grand Ouest, qui allait de Dibomari jusqu'à Cambé et tout le sud-ouest jusqu'à Isangélé. Donc, la perception évidemment qu'on avait à cette époque, c'était de 96 aussi à 98, on avait l'absence de l'INES au comptoir et dans le frigo. C'est une technique toute simple. Surtout qu'en face, j'avais des aînés comme Serge Diakoum de Brasserie. La technique est simple. Dans un point de vente, on achète bien la Guinness, mais on ne met pas au comptoir et on ne met non plus au frigo. Imaginez qu'on sorte une bouteille de Guinness dans un casier, dans un angle couvert de poussière. Vous n'allez pas boire du tout. Et quand vous exigez le glacé, on dit, oh bien, on vous dit, c'est pas glacé. Ben, qu'est-ce qui est donc glacé? Seuls les produits brasseries sont glacés. Vous voyez, ça faisait que ça n'entachait pas la réputation de Guinness comme entreprise, mais la marque Guinness souffrait dans cette région. Vous voyez que ce n'est pas dans tout le Cameroun, mais dans cette région. Parce qu'en face, on avait des concurrents qui travaillaient comme ça. Il fallait donc rentrer dans des techniques de communication aussi propres à l'environnement pour pouvoir remonter le cap. C'est une opération que j'avais créée personnellement. Ça m'a valu les félicitations de la direction à Londres. Et ça m'a valu aussi une belle petite voiture que Guinness avait achetée à l'époque. Parce qu'à l'époque, les jeunes ne conduisaient pas les nouvelles voitures. J'ai eu le malheur de rentrer à Guinness quand les vieux étaient encore là, je m'excuse. Hein, quand c'était vraiment les vieux, quelqu'un qui va à congé, si on vous décide de le remplacer, vous criez au scandale pour rentrer chez vous. Parce que c'est impossible de le remplacer. Pas parce qu'il est plus calé que vous, non. Parce qu'on porte son fauteuil, on accroche. Vraiment qu'on a une chefferie traditionnelle. Donc à cette époque-là, c'était assez difficile. Donc l'occasion de voir multiplier les occasions avec les funérailles, plein d'événements où on était omniprésent avec très peu de moyens. Et voilà comment on a pu rehausser non seulement la consommation de Guinness dans ma région, et la perception, trouver maintenant les Guinness au comptoir et dans les frères de Guinness, je ne manque jamais de parler de ce monsieur, père son âme, Ruben Bolanchoula. C'est le monsieur, comme on dit souvent, chacun peut avoir un génie en soi et peut-être ignore. Il faut toujours quelqu'un quelque part pour venir dire, mon garçon, tu peux, vas-y. Et c'est ce monsieur qui était très marketing à Guinness. C'est lui qui m'avait donné le tout premier poste de responsabilité.
Et chaque fois, j'ai toujours pensé pour eux. Revenons maintenant au cas le plus récent, Canal 2 International, tel que Malik l'a dit. Canal 2, c'est un support de communication de masse. La force est une masse, c'est correct. Et au-delà de tout, c'est une entreprise qui doit communiquer. Parce que quand on regarde à la maison, on se dit, ah, c'est une chaîne de télé, point. Mais on oublie que c'est une entreprise qui doit développer les mêmes attitudes et les mêmes techniques que toute autre entreprise ordinaire. Voilà. Donc, en 2004, quand on a relancé la chaîne, il était question maintenant de fabriquer la réputation de l'entreprise. Il était fait la chaîne qui vous ressemble et vous ressemble. C'était super long. Peut-être facile à retenir, mais ce n'était pas évident. Et j'ai dû travailler pour arriver à toujours plus près de vous, qui veut dire exactement la même chose. On voit véritablement à une chaîne de télévision. Et à l'heure où on se parle, Malik, vous avez changé le logo. Ok. Ben, aucune étude a été faite il y a quelques 3-4 jours. C'était simplement parce qu'un infographe a fait ce qu'il peut faire et pense que ça peut servir de changement de logo, sans mesurer les risques. Donc, si on me demandait mon avis à moi, on ne l'aurait pas changé. Revenez. Ok. La complexité du cas de la télévision. Vous voyez, les entreprises, à présenter son entreprise, les services sont vendus directement aux populations contre argent. Mais alors que dans la télévision, ce n'est pas le cas. La télévision fait des émissions pour les téléspectateurs. Mais est-ce que c'est contre argent? Non. Il y a quelqu'un quelque part qui vous voit faire. Celui qui a l'argent, c'est l'annonceur qui est assis quelque part qui vous voit faire. L'objectif premier d'une chaîne de télévision, c'est quoi? C'est de réunir le maximum de personnes autour des TV. Si plus on passe dans les ménages et on trouve que les gens sont câblés sur un même poste, à ce moment, l'annonceur commence à réfléchir, dit, vous commencez à devenir intéressant. Donc c'est ça le cas de la complexité. Or, on ne peut réunir le maximum de personnes que par le biais des émissions, des programmes et des concepts. Ce sont des termes bien différents. Et c'est quand vous réunissez dans le maximum de personnes, vous avez des restes. Pas du tout. Même si c'est grand frère, petit frère, l'un est annonceur ou brasserie, l'autre est propriétaire d'une chaîne de télévision, tant que vous ne tournez pas autour du mot audimat, vraiment vous allez voler comme les rails. Next. Voilà, c'est le schéma de ce que je venais d'expliquer. La télévision fait des programmes pour les téléspectateurs. L'annonceur, celui qui a la cagnotte, celui qui a l'argent, veut bien aller vers ces populations communiquer pour ses produits. Et c'est quand l'audimat est correct que l'annonceur commence à devenir intéressé et dit « Ah, je peux te mettre un peu d'argent ». Vous voyez que la source de financement ne vient pas du téléspectateur, mais de l'entreprise. Ça fait qu'on a une réputation à travailler au niveau du téléspectateur et une autre réputation à travailler au niveau de l'entreprise. On juge, voilà la réputation. On voit Canal 2 à travers tout le rendu du soir. Donc ça fait qu'il fallait donc travailler. On avait fait des objets publicitaires qui laissaient tout le monde indifférent, juste qui faisaient le bonheur du personnel. Et il fallait donc travailler les programmes et les différents concepts. Le public était indulgent. Mais on ne doit pas être indulgent tous les jours. Il faut faire des efforts pour aller vers là. Je suis surpris qu'aujourd'hui, il y a toujours les fautes de cette chose. Ça, ce sont les concepts que je traîne depuis 1991, en France. Voilà. Si la CRTV avait été un peu très réactive, ces deux concepts seront à la CRTV. C'est depuis 1991 qu'on finissait encore l'école avec Mme Simon qui est là. Mais malheureusement, j'ai commencé là-bas. Ils ont dit c'est super compliqué, c'est trop lourd à faire. Et puis justement, la télévision a été hyper mystifiée. Alors je les ai gardés, je suis resté, j'ai dit bon, un jour ça viendra. Donc, Karma Mobile, c'est cette émission populaire que vous voyez très bien, qui